Le Moyen-Orient connaît aujourd'hui de grands bouleversements. Après les espoirs suscités par le printemps arabe de 2011, soulignant la volonté de démocratisation de la région, celle-ci se retrouve dans une situation de chaos dans de nombreux pays avec la guerre en Syrie, au Yémen, en Irak et l'instabilité politique en Libye. La région est devenue un foyer de conflits de plus en plus intenses. Sur fond de montée du confessionnalisme instrumentalisé par les puissances régionales, en effet, le jeu régional semble être de plus en plus important pour comprendre la situation au Moyen-Orient. Ce jeu régional prend la forme d'une guerre froide entre l'Iran et l'Arabie saoudite, dans le cadre d'une redéfinition des équilibres stratégiques entre ces deux pays qui recherchent l'hégémonie régionale, chacun cherchant à maximiser son influence et à minimiser l'influence de l'autre. Le conflit en Syrie permet de mettre en évidence le jeu régional en cours avec l'implication importante de l'Iran et de l'Arabie saoudite. Cette rivalité a atteint un point culminant le 3 janvier 2016 lorsque l'Arabie saoudite annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran après le saccage de l'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite à Téhéran le 2 janvier 2016 en raison de l'exécution du clerc chiite saoudien Nimr el-Nimr. Saudi Arabia today severed diplomatic ties with Iran. Demonstrators in Tehran set fire to the Saudi embassy on Saturday night. They were protesting against the execution of a prominent Shia cleric by Saudi Arabia. Nimr al-Nimr was among 47 men put to death on terrorism charges. Gerald Tan now reports. Depuis, les tensions prennent de plus en plus d'ampleur entre les deux pays. En septembre 2016, les autorités saoudiennes ont décidé d'exclure les Iraniens du grand pèlerinage à la Mecque, donnant lieu à une guerre des mots acerbes entre les deux pays. Les tensions sont à leur comble entre l'Iran et l'Arabie saoudite quelques jours avant le début du pèlerinage à la Mecque. Car cette année, les Iraniens en sont privés, l'Arabie saoudite et l'Iran n'arrivant pas à trouver un accord sur les conditions de leur participation. En toile de fond, la catastrophe de l'année dernière, entre 769 et 2300 pèlerins selon les sources, dont plus de 450 Iraniens avaient trouvé la mort dans une bousculade au Hajj. Depuis, les deux camps s'accusent réciproquement via des joutes verbales plus que virulentes. Dernièrement, le président iranien Hassan Rouhani a reproché aux Saoudiens de n'avoir présenté ni excuses ni dédommagement. L'année qui a suivi ce drame, ils n'ont même pas consulté les autres musulmans concernant l'organisation du pèlerinage. Et ils n'ont pas non plus l'intention de le faire à l'avenir, a-t-il dit. De son côté, le grand moufti saoudien accuse les Iraniens de ne pas être des musulmans, notamment en raison de leur hostilité envers les sunnites. Mais au-delà de la dispute sur le Hajj, l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite sont depuis des années engagés dans des luttes d'influence par procuration, notamment dans les conflits au Yémen et en Syrie. Les deux pays s'opposent aussi sur toutes les crises régionales. En décembre 2016, un tribunal saoudien a prononcé la condamnation à mort de 15 personnes pour espionnage au profit de l'Iran. La rivalité irano-saoudienne apparaît essentielle pour comprendre la dynamique des conflits au Moyen-Orient. Les deux puissances s'affrontant par conflits interposés dans la région pour l'hégémonie régionale. L'analyse du régime politique et de l'économie de ces deux pays permet de mieux comprendre la rivalité qui les oppose. L'Arabie saoudite est un pays sunnite de 30 millions d'habitants, abritant les deux lieux saints de l'islam. Pour comprendre la diplomatie saoudienne, il faut d'abord comprendre la structure interne du pouvoir qui la détermine. L'Arabie saoudite dispose en effet de plusieurs contre-pouvoirs concurrents et donc des diplomaties parallèles où le consensus n'est pas toujours de mise. Néanmoins, dans le cas de l'Iran, il y a un certain consensus du pouvoir saoudien voyant dans l'Iran une menace au niveau de la politique étrangère, car l'Iran conteste le leadership régional saoudien, mais aussi au niveau intérieur, menaçant la stabilité du pays en instrumentalisant les populations chiites à l'est du royaume. La diplomatie saoudienne repose ainsi sur la volonté de puissance et de protection de la stabilité du pays, dans la mesure où l'Arabie saoudite accuse l'Iran d'interférence dans les affaires des pays arabes. Le roi est ainsi à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. L'islam est la religion d'État en Arabie saoudite et le roi tire sa légitimité du pouvoir religieux. Le roi est depuis le 23 janvier 2015 Salman ben Abdelaziz Al Saoud. Le prince héritier est Mohammed ben Naïf. Et le vice-prince héritier est Mohammed ben Salman, le fils de l'actuel roi. L'Iran est un pays de 80 millions d'habitants
et est une théocratie où cohabitent deux légitimités. Une légitimité démocratique et politique avec un président élu au suffrage universel et une légitimité religieuse avec le système politique chiite du Wilayat al-Faqih, gouvernement du jurisconsulte, introduit en 1979 après la révolution islamique. Le guide de la révolution est le chef de l'État, détenant des prérogatives très fortes, notamment dans la définition de la politique étrangère du pays. L'actuel guide de la révolution est Ali Khamenei depuis 1989 et le président actuel depuis 2013 est Hassan Rouhani. Du point de vue économique, l'Arabie Saoudite et l'Iran sont respectivement la première et la deuxième puissance de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Ces deux économies sont très dépendantes des hydrocarbures. L'Arabie Saoudite dispose d'un quart des réserves mondiales de pétrole, tandis que l'Iran est le quatrième producteur de pétrole au monde. Les recettes d'hydrocarbures représentent plus de 90% des recettes totales en Arabie Saoudite, selon les chiffres du Fonds monétaire international. Les deux pays sont ainsi deux acteurs majeurs au sein de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et utilisent l'arme pétrolière pour affaiblir l'autre et accroître son influence dans la région. Cette guerre froide entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour l'hégémonie régionale, en se posant chacun comme défenseur des deux courants de l'islam, est ancienne. La révolution iranienne de 1979, sous Khomeini, a alimenté les peurs d'une exportation de la révolution dans les royaumes saoudiens, conduisant l'Arabie Saoudite à soutenir l'Irak de Saddam Hussein lors de la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988. Après avoir connu un dégel dans les années 90, comme en témoigne la visite du président iranien Mohammad Khatami en 1999, l'invasion américaine en Irak en 2003, renversant un dirigeant sunnite qu'est Saddam Hussein, accentue les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Les deux puissances régionales ont ainsi profité de la montée du confessionnalisme et du sectarisme au Moyen-Orient, avec le clivage sunnite-chiite de plus en plus fort pour servir leurs intérêts. Les grands équilibres régionaux semblent reposer sur les rapports de force qu'entretiennent l'Arabie Saoudite et l'Iran, dont les diplomaties respectives cherchent à conserver ou à étendre leur hégémonie régionale. La guerre en Irak en 2003 a ainsi changé la donne dans la région en redéfinissant les équilibres stratégiques. Mais depuis le printemps arabe en 2011, la rivalité irano-saoudienne semble de plus en plus intense, comme en témoignent les guerres en Irak, Syrie et au Yémen. Les récents événements dans la région, notamment l'accord sur le nucléaire iranien en juillet 2015, la reprise par Alep des forces syriennes avec l'aide de l'aviation russe et des milices chiites, soutenues par l'Iran et la faiblesse du prix du pétrole, illustrent la tension de plus en plus importante entre ces deux rivaux. Si la rivalité idéologique semble être un facteur à prendre en compte, il ne faut pas oublier que cette rivalité est aussi autour du pouvoir, des ressources et du territoire. Dans ce contexte, il semble pertinent de se demander dans quelle mesure la rivalité irano-saoudienne est un facteur de déstabilisation régionale du Moyen-Orient depuis l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Nous verrons que celle-ci se traduit par l'instrumentalisation des révoltes au travers du prisme confessionnel donnant lieu à des conflits interposés. Puis cette rivalité se manifeste également sur le plan économique et politique au niveau des pays de la région. Enfin, nous nous intéresserons à d'autres acteurs de la région dans cette redéfinition de l'équilibre des puissances régionales et nous montrerons que la déstabilisation de la région est liée à d'autres facteurs. Le Moyen-Orient est marqué par des conflits politiques et religieux qui jouent un rôle central dans ce que l'on appelle les guerres de proximité. L'un des facteurs clés expliquant cette instabilité est la division entre sunnites et chiites. Cette opposition existe depuis la mort du prophète Mohammed et est basée sur la divergence concernant son successeur. Alors que les sunnites ont accepté qu'Abu Bakr, le beau-père et proche ami du prophète, soit son successeur, les chiites ont estimé que c'était Ali, beau-fils du prophète Mohammed, qui devait lui succéder. Aujourd'hui, la répartition de la population composant ces deux branches de l'islam est très inégale. 90% des musulmans sont sunnites et 10% sont chiites. À titre d'exemple, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie sont majoritairement sunnites. Seuls l'Iran, le Bahreïn et l'Irak ont une population à majorité chiite. Mais les deux pays de la région qui illustrent ce conflit religieux sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. Voyons alors comment ces deux nations s'affrontent au sein de cette région afin d'y affirmer leur suprématie.
Commençons par le cas de l'Irak. L'Irak est un pays situé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et sa population est majoritairement chiite. L'Irak était anciennement gouverné par Saddam Hussein, un chef d'État sunnite. Mais en 2003, l'intervention américaine engendrant sa chute amène les chiites à s'emparer de l'appareil d'État au nom de leur puissance numérique. Ils ont alors contrôlé tous les rouages pour exclure la communauté sunnite rendue responsable de décennies d'ostracisme à leur égard. En juin 2014, le Premier ministre Nouri al-Maliki est remplacé par Haïdar el-Abadi. Après la prise de Mossoul par Daesh, qui contrôle aujourd'hui une partie du pays. Un conflit qui ne risque pas de s'arranger dans la mesure où l'Arabie Saoudite et l'Iran y ont des intérêts antagonistes. Alors que l'Iran profite de la chute de Saddam Hussein pour supporter les leaders chiites du pouvoir et apporter son aide au gouvernement irakien contre Daesh, l'Arabie Saoudite voit le contrôle chiite du gouvernement comme un accroissement de l'influence iranienne au sein de la région et se méfie de l'apparition de ce que le roi de Jordanie avait qualifié comme un croissant chiite. Intéressons-nous à présent au cas de la Syrie. La Syrie a une population majoritairement sunnite et est dirigée par Bachar al-Assad, qui est alawite, une des branches du chiisme. Depuis les printemps arabes, la Syrie est marquée par une guerre civile comportant plusieurs acteurs, notamment Bachar al-Assad représentant le régime, l'armée syrienne libre, Daesh ou encore Jabhat al-Nusra, un groupe syrien djihadiste faisant allégeance à Al-Qaïda. Là encore, Riyad et Téhéran adoptent des positions antagonistes. L'Iran intervient auprès de Bachar al-Assad en cherchant à affaiblir l'opposition sunnite qui s'oppose au régime de Damas. De son côté, l'Arabie Saoudite, qui voit l'intervention iranienne dans le dossier syrien comme l'ingérence d'un État perse et chiite dans les affaires d'un pays arabe et majoritairement sunnite, agit auprès des rebelles en déployant des efforts pour accroître leur capacité de survie. En février 2016, le Royaume annonce être prêt à intervenir dans des opérations terrestres en accentuant sa coopération avec la Turquie afin de soutenir la chute du président Assad. Enfin, voyons le cas du Yémen. Le Yémen, pays majoritairement sunnite, est gouverné par Ali Abdallah Saleh depuis 33 ans. Mais lors des printemps arabes, ce dernier cède le pouvoir. Son vice-président, Abdrabbu Mansour Hadi, qui est sunnite et donc favori de l'Arabie Saoudite, lui succède en février 2012, pour mener la transition et rédiger une nouvelle constitution. Mais des discussions sur le futur découpage en 6 régions de l'État fédéral suscitent des mécontentements chez les houthistes de confession zaïdiste, qui est une branche minoritaire du chiisme. Début 2014, les houthistes lancent une offensive vers le littoral pour avoir un accès à la mer, puis progressent vers le sud, s'emparant de la capitale Sanaa en septembre 2015 et prennent le pouvoir en entraînant la chute du président Hadi et sa fuite vers le sud en janvier 2015. Les houthistes poursuivent leur progression et prennent Taïz avant de se diriger vers le port stratégique d'Aden. Les rebelles contrôlent alors l'ouest du pays et deviennent la principale force politique et militaire nationale. L'offensive sur Aden entraîne le 25 mars 2015 la fuite du président Hadi à Riyad. Le lendemain, l'Arabie Saoudite déclenche à travers la coalition de 9 pays arabes, Égypte, Soudan, Jordanie, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis et Oman, l'opération Tempête décisive. À travers cette opération, l'Arabie Saoudite cherche à tenir sa frontière sud et anéantir les capacités opérationnelles des houthistes. Le Royaume veut également rompre les lignes de communication et d'approvisionnement militaire entre les houthistes et l'Iran à travers l'imposition d'un blocus sur les côtes sud-ouest et ouest du Yémen. Finalement, l'ensemble de ces 3 guerres semble relever la volonté de chacune de ces 2 nations à s'imposer comme leader. On voit d'une part la détermination des dirigeants saoudiens à être le garant de la stabilité au sein de la péninsule arabique et d'autre part les Iraniens qui tentent d'agrandir leurs influences au sein des pays arabes à travers le soutien qu'ils apportent aux communautés chiites. Une influence qui est dénoncée par l'Arabie Saoudite qui accuse l'Iran de vouloir déstabiliser ses provinces orientales riches en pétrole et majoritairement peuplées de chiites et d'avoir une vision impériale envers celle-ci. Cette dénonciation d'ingérence peut sembler paradoxale dans la mesure où l'Arabie Saoudite semble elle aussi intervenir dans ces pays, mais le royaume saoudien le voit autrement.
l'un des reproches en fait de l'Arabie Saoudite à l'Iran, c'est de condamner notamment l'ingérence iranienne dans les affaires des pays arabes, mais comme vous l'avez expliqué avec la situation au Liban, c'est pas une contradiction avec l'ingérence même de l'Arabie Saoudite au Liban, par exemple, ou dans d'autres pays aussi. Vous avez deux discours. Vous avez effectivement celui-là qui dit qu'on ne peut pas reprocher à l'un ce qu'on fait soi-même. Maintenant, dans la logique saoudienne, on va se mettre d'un point de vue saoudien, dans la logique saoudienne, l'ingérence, en tout cas l'intervention, parce qu'il ne le voit pas comme une ingérence, l'intervention saoudienne dans les affaires arabes, plus particulièrement, par exemple si on prend le cas du Yémen, donc l'intervention dans le conflit yéménite ou dans le conflit syrien, c'est finalement une représailles légitime à l'intervention iranienne. C'est-à-dire qu'on part du principe, c'est pas une action, c'est une réaction. C'est l'intervention iranienne qui a forcé, qui a rendu finalement nécessaire, incontournable, une intervention saoudienne. Et puis évidemment, dans le discours saoudien, on a cette logique qui veut que les Saoudiens dans les pays arabes sont chez eux, entre arabes, sans parler du fait qu'il y a énormément de gouvernements arabes, de forces politiques arabes qui dépendent des financements saoudiens ou qui sont dans les réseaux clientélistes saoudiens, là où on considère que l'Iran est un élément complètement étranger, n'a rien à faire en territoire arabe et doit rester sur son territoire ethnique. Les rivalités existantes entre ces deux nations viennent alors limiter les chances d'un compromis permettant de mettre fin aux différents conflits actuels au sein de la région. La rivalité moyen-orientale est aussi politique. Elle s'illustre à travers des tensions diplomatiques et économiques. Dès 2002, la communauté internationale commence à soupçonner l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire et s'en inquiète dans un contexte post-attaque terroriste du 11 septembre. La présidence de Mahmoud Ahmadinejad en Iran fait traîner les négociations pendant 13 ans. Cela entraîne de nombreuses sanctions internationales qui étranglent l'économie iranienne. La volonté de se doter de l'arme nucléaire est le résultat de la guerre contre l'Irak 1988 qui a beaucoup marqué le nouveau régime iranien issu de la révolution islamique de 1979. La montée en puissance militaire d'Israël, son grand ennemi, motive également Téhéran à partir de 1985. On y voit aussi une volonté de se hisser dans la cour des grands afin de peser davantage sur les scènes régionales et mondiales. Il aura fallu attendre l'élection de 2013 de Hassan Rouhani pour permettre un réel dialogue entre l'Occident et l'Iran. L'Iran et les pays du P5+1, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne, sont finalement parvenus à un compromis sur le nucléaire iranien le 14 juillet 2015 à Vienne. Cet accord comporte surtout une limitation du programme nucléaire iranien et une levée des sanctions internationales contre l'Iran, ainsi qu'un dégel de leur avoir qui s'élève à plus de 100 milliards de dollars. L'Arabie saoudite, opposée à cet accord, craint que cet afflux d'argent permette à l'Iran d'étendre son influence régionale. De plus, Riyad voit ce rapprochement de son allié américain avec l'Iran comme une trahison. De plus, l'entrée de l'Iran sur le marché mondial grâce à l'accord de Vienne remet en cause les leaderships saoudiens sur le marché pétrolier au sein même de l'OPEP. Réunis à Alger le 28 septembre 2016, les 14 pays membres de l'OPEP qui produisent plus de 40% du brut mondial sont parvenus à un projet d'accord pour réduire leur production. C'est la première mesure du genre depuis la crise financière en 2008. Pour les pays producteurs, l'objectif est de faire repartir les prix du pétrole à la hausse, car depuis plus de 2 ans, c'est la dégringolade. Le baril qui valait plus de 110 $ en juin 2014 a chuté à moins de 30 $ début 2016. Il coûtait en septembre moins de 50 $. En cause, l'augmentation de la production du pétrole de schiste aux États-Unis et les retours sur le marché mondial des bruts iraniens et libyens. Jusqu'ici, l'Arabie saoudite, premier producteur mondial et leader du cartel, s'était opposée à tout gel de la production, préférant défendre ses parts de marché et ouvrir grand ses robinets. Riyad ne voulait surtout pas faire le jeu de son grand rival iranien, de retour sur les marchés après la levée des sanctions en faisant monter les prix. Cependant, la situation est devenue intenable pour le royaume saoudien, dont plus de 80% des revenus sont issus du pétrole et qui a déjà été contraint de prendre des mesures d'austérité sans précédent après le déficit record enregistré l'année passée. L'Iran voulait récupérer ses parts de marché perdues depuis 2012 à cause des sanctions internationales contre son programme nucléaire, ce que Riyad refusait,
Téhéran demandait à l'Arabie Saoudite de baisser sa production pour permettre un accord au sein de l'OPEP. Finalement, le 30 novembre 2016, Téhéran a eu gain de cause en se montrant ferme pour récupérer ses parts de marché. Face à une crise financière et économique, l'Arabie Saoudite a fini par céder en acceptant que l'Iran puisse augmenter sa production alors qu'elle a baissé la sienne de 500 000 barils par jour. Il est judicieux de revenir plus précisément sur la rupture officielle des liens diplomatiques le 4 janvier 2016. En effet, suite à l'exécution de Nimr Nimr, un haut clerc chiite saoudien, par le gouvernement royal et le saccage de l'ambassade saoudienne à Téhéran, les alliés de Riyad ont emboîté le pas à l'Arabie Saoudite en annonçant la rupture de leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Le royaume du Bahreïn a été le premier à en faire l'annonce, suivi par le Soudan, puis les Émirats arabes unis, rappelant leur ambassadeur à Téhéran en raison de la poursuite des ingérences iraniennes dans les affaires des pays arabes et du Golfe. Ainsi, on remarque un réel face-à-face entre pays du Conseil de coopération du Golfe, représentés par les pétromonarchies sunnites, et l'Iran. Mais pas seulement l'Iran. En effet, l'exécution du cheikh Nimr a immédiatement provoqué des manifestations de colère chiite en Irak, au Yémen, au Liban, à Bahreïn ainsi qu'au Pakistan et au Cachemire indien. Tous les dignitaires chiites de la région ont dénoncé la mise à mort du célèbre pourfendeur du pouvoir saoudien. Des milliers de chiites ont manifesté à Bagdad, en Irak, appelant leur gouvernement à rompre les relations avec l'Arabie saoudite. Ces événements attisent la polarisation confessionnelle dans les pays du Levant et du Golfe à travers l'économie et la diplomatie. Dernier événement politique marquant pour la région est l'élection de Donald Trump en novembre. Donald Trump pourrait réellement changer la donne dans la rivalité irano-saoudienne au niveau du pétrole, mais aussi des liens diplomatiques. Et là, on ne sait pas trop comment Trump va se positionner justement, parce que il n'aime pas l'Iran, ça c'est sûr, mais il veut s'entendre avec Poutine. Ça, il l'a assez répété. S'entendre avec Poutine, notamment sur le dossier arabe, ça veut dire d'excellentes nouvelles à la fois pour Bachar al-Assad et pour la Russie, d'excellentes nouvelles pour le Hezbollah et d'excellentes nouvelles pour l'Iran. Et je pense justement que c'est aussi ça qui a fait comprendre aux Saoudiens que voilà, si c'est Trump qui allait prendre le pouvoir, il était condamné finalement à lâcher du lest sur plein de points dans plusieurs pays. L'Iran et l'Arabie saoudite profitent de l'instabilité régionale pour asseoir leur puissance au niveau de la région. Cette rivalité n'est pas seulement la cause de la déstabilisation régionale, mais aussi son produit dans des pays où notamment la scène politique est éclatée. C'est ce que nous explique d'ailleurs Aurélie Daher. Mais la Palestine aussi, c'est avec notamment son système politique, entre la rivalité entre le Fatah et le Hamas. Le Fatah qui est soutenu par l'Égypte et l'Arabie Saoudite, et le Hamas qui Tout à fait. est plus... Mais ça a été possible parce que c'est une scène éclatée. D'accord. Du moment où vous êtes en rivalité, s'il y en a un qui se met sous la protection d'une grande puissance, vous pouvez être sûr, l'autre va aller se mettre... Vous avez 9 chansonnistes pour qu'il aille se mettre sous le parapluie de la puissance rivale. En fait, on aura toujours en fait cette rivalité là-dedans quand il y aura un vrai système politique qui est avec plusieurs partis. Ouais. Alors que dans d'autres pays, par exemple en Égypte ou en Syrie avant, c'était pas possible. Non, c'était pas possible. C'était pas possible. Vous aviez une seule couleur. Le régime syrien, c'était une seule couleur politique où le choix de l'allié régional était clair. C'était l'Iran, point barre. Et bon, l'Arabie, évidemment, il ne s'agissait pas de lui faire la guerre, mais finalement, l'Arabie saoudite n'avait pas de vrai levier au sein de la scène politique institutionnelle syrienne. Partout, les clivages politiques règnent, les deux puissances régionales sur le terrain politique comme au Liban ou sur le terrain militaire par les alliés interposés comme au Yémen et en Syrie. Ceci alimente la déstabilisation régionale. Ensuite, la politique de remodelage du Grand Moyen-Orient du président américain George W. Bush a accentué la déstabilisation de la région. Cette stratégie visait à exporter la démocratie au Moyen-Orient pour favoriser la paix, la prospérité et la stabilité régionale.
C'est ce qui a conduit l'invasion américaine de l'Irak en 2003, entraînant la désagrégation de l'État irakien et l'apparition de groupes djihadistes radicaux comme Daesh en Irak, plongeant le pays dans le chaos, comme l'explique Fouad Khouri Hello. Un problème de guerre civile en Irak et en Syrie également. Alors pour expliquer ça, il faut revenir un peu sur le contexte. Le printemps arabe et avant cela l'effondrement du régime irakien. Bien cela a produit un effondrement donc des sociétés, si on peut dire. Et qu'est-ce qui émerge de tout cela? La recherche d'un nouvel ordre, l'ancien ordre étant bien mort. Le nouvel ordre, eh bien, pour l'instant, c'est le chaos. La recherche du nouvel ordre se fait par le chaos. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une série de guerres civiles à travers le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a donc toujours été l'otage des enjeux internationaux, entraînant des interventions extérieures, aggravant ainsi l'instabilité régionale et l'implosion des États-nations de la région. L'intervention occidentale et américaine, on voit mieux combien elle scande véritablement l'histoire et elle fait les choses à travers une invasion carrément. Et aujourd'hui, ce qui se passe par exemple en Syrie, ce qui se passe au Yémen et même en Égypte n'aurait pas pu se produire sans l'influence des États-Unis, une influence politique. L'Arabie saoudite et l'Iran ne sont pas les deux seuls pays en quête de puissance dans la région. La Turquie ou encore le Qatar participent au jeu régional, notamment en Syrie. Dans le cas de la Turquie, on a assisté à un véritable changement dans la diplomatie turque depuis l'arrivée du pouvoir du parti islamo-conservateur de Recep Tayyip Erdogan en 2002. La Turquie a mené depuis une politique régionale active au Moyen-Orient pour faire de la Turquie un pôle régional de stabilisation et d'attraction au Moyen-Orient. Ainsi, la Turquie a activement soutenu la rébellion syrienne depuis 2011. L'Arabie saoudite s'est d'ailleurs beaucoup rapprochée de la Turquie depuis l'arrivée au trône du roi Salman en janvier 2015, afin de contrer l'influence de l'Iran. La Turquie s'immisce ainsi dans cette rivalité en se présentant comme leader du monde sunnite, comme l'affirme Aurélie Daher. Le Qatar, il est partie prenante dans le financement d'un certain nombre d'organisations islamistes, notamment actives en Syrie. Vous connaissez, il y a Jabhat al-Nusra et puis il y a l'État islamique. Donc, il y a des financements, alors officiellement ce sont des financements privés, donc c'est plus difficile de les traquer, c'est plus difficile de les bloquer. Or, il apparaît sur certains rapports qu'en fait, non, un certain nombre des donateurs sont tout à fait connus du gouvernement, voire certains sont dans l'appareil étatique. Effectivement, ça, bien sûr que ça ajoute à la confusion générale. Mais j'ai envie de dire que du moment où ça reste l'Arabie saoudite la locomotive, ne serait-ce que sur le plan symbolique, c'est-à-dire que du moment où si l'Arabie saoudite choisit de calmer le jeu, les autres acteurs sont obligés, notamment ceux qui sont dans la même logique, dans la même mouvance, du même côté en tout cas de la barrière, vont aussi baisser d'un ton. Le cas de la Turquie est intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec en tout cas il est révélateur au sein du monde arabe d'une chose, c'est que le monde arabe sunnite est en véritable crise de leadership. L'Arabie saoudite a la prétention d'incarner le leadership sunnite dans le monde arabe, en fait, et on se rend compte, on l'a vu au moment du coup de l'été 2016, le coup d'État manqué, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un grand enthousiasme de la part des populations arabes sunnites au Moyen-Orient face à l'échec du coup, et on a eu des discours présentant Erdogan comme le grand chef sunnite, sous-entendu arabe, en tout cas le grand chef sunnite de la région, au détriment de l'Arabie saoudite. Enfin, le poids de l'histoire est important pour comprendre la déstabilisation de la région. Les accords Sykes-Picot, du nom des deux diplomates français et anglais de 1916 qui définissent arbitrairement les frontières du Proche-Orient actuel, ont accru le sentiment d'injustice ressenti par les populations. Que ce soit les nationalistes arabes ou les islamistes, ils ne reconnaissent pas la légitimité des frontières, entraînant ainsi une multiplication des conflits. Le cas de l'Irak illustre bien le problème posé par les frontières comme source de déstabilisation régionale. En juin 2014, la frontière entre la Syrie et l'Irak a été détruite par le groupe État islamique, voulant remettre en cause les accords Sykes-Picot.
En 2014, l'organisation État islamique fait sauter un poste de contrôle à la frontière irako-syrienne. Pour la première fois dans l'histoire du monde arabe, un groupe islamiste terroriste parvient à s'emparer de zones transfrontalières. Ce djihadiste annonce la suppression de la frontière entre la Syrie et l'Irak et l'avènement d'un empire islamique qui mettra fin aux frontières prévues par l'accord Sykes-Picot. La rivalité irano-saoudienne s'inscrit dans une vision réaliste des relations régionales au Moyen-Orient, où la maximisation de la puissance est un objectif central des deux États. Cette rivalité est de nature multiple et ancienne, mais a pris une dimension nouvelle depuis 2003 et l'éclatement des printemps arabes en 2011. Derrière le chaos actuel au Moyen-Orient, se profile ainsi cette rivalité qui accentue la déstabilisation de la région à travers des guerres par procuration comme au Yémen ou en Syrie, ou sur le plan politique comme au Liban. L'histoire de cette rivalité accompagne une désagrégation des États au Moyen-Orient et accroît la division religieuse que les deux puissances exploitent à leur fin depuis 2011 notamment. L'arrivée au pouvoir du roi Salman en janvier 2015, dont la doctrine fait de la lutte contre l'influence iranienne une priorité de sa politique étrangère, ravive toujours les tensions. Mais d'autres facteurs expliquent cette déstabilisation régionale, émergence de nouvelles puissances qui intègrent le jeu régional comme la Turquie, le poids de l'histoire, la question des frontières et les erreurs stratégiques des États-Unis dans la région. Toutefois, cette rivalité géopolitique mais aussi religieuse nourrit la déstabilisation de la région. Il est donc nécessaire d'utiliser la diplomatie pour gérer voire contenir cette rivalité. Il semble pertinent de favoriser le dialogue entre les deux pays en encourageant la coopération bilatérale dans de nombreux domaines. La médiation des pays de la région ou de l'organisation islamique de coopération dont les deux pays sont membres peut s'avérer utile. Enfin, il faut qu'il y ait un véritable consensus entre les pays sur le mode de gouvernance des affaires dans une région en quête d'une permanente stabilité.